On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneure et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Bonjour Clémentine. Bonjour Stéphanie. Tes mots ont croisé ma route à plusieurs reprises ces dernières années, comme un signe qu'il était temps que nous nous rencontrions enfin. Alors premièrement, tu as décomplexé mon expérience d'accouchement physiologique grâce à ton texte dans l'ouvrage « Être mère », un projet initié par l'autrice Julia Kerninon où plusieurs voix mettent en lumière la puissance et les tempêtes de la maternité. Alors quelques mois plus tard, par hasard, ton essai « Pour le droit de vote dès la naissance », publié dans la collection Tract chez Gallimard, a attiré mon attention sur le comptoir d'une de mes librairies préférées à Paris, à Place de Clichy, exactement. Et plus récemment, je me suis... La librairie de Paris ? Ouais, tout à fait. On leur fait des bisous. Et plus récemment, je me suis plongée dans tes travaux sur la littérature jeunesse. Clémentine, je crois pouvoir le dire, tu es devenue une figure incontournable de la jeunesse en France et pourtant tu habites en Angleterre. Ta plume accompagne les adolescents à travers tes récits souvent primés et en parallèle, tu es enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation à l'université de York. Tu nous invites, nous, adultes, à dépasser nos préjugés sur l'enfance, notamment avec cette idée du droit de vote dès la naissance qui m'a immédiatement convaincue. Avant d'aborder cette idée que tu défends du droit de vote dès la naissance, j'aimerais que nous parlions d'éducation et de parentalité. Tu es maman de 2 enfants. Si ta plume s'est mise au service de la défense d'une meilleure intégration des enfants dans notre politique, c'est sans doute que tes enfants ou tes lecteurs t'ont inspiré. Qu'as-tu découvert en devenant mère, notamment sur leur place dans la société ? Alors, c'est vrai que moi, c'était bien avant la parentalité même que je m'intéressais aux questions d'enfance et de jeunesse, principalement à travers la littérature. Et même la politisation du droit des enfants, c'est venu quand même d'abord intellectuellement par mes recherches en sciences de l'éducation, par des années de sociologie et d'études culturelles de l'enfance. Mais absolument, il y a des changements majeurs qui se font quand on est parent par rapport à ces questions qui sont politiques. Et c'est vraiment dans la phénoménologie d'être parent et l'expérience vécue qui est une connaissance politique, en fait. Quand on commence à vivre le monde en tant que parent, on comprend à quel point il n'est pas fait pour les enfants. Et moi, des choses que je savais intellectuellement, je les ai comprises physiquement, émotionnellement, affectivement. Je prends toujours l'exemple extrêmement simple du train. Je fais beaucoup de train avec mes enfants. Et l'espèce de violence qu'on impose aux parents et aux enfants en ayant un train qui n'a aucun espace dédié pour des enfants, mais avec des degrés d'absurdité qui confinent au ridicule. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'Eurostar, quand on déplie la table allongée, qui est évidemment dans un espace minuscule pour pouvoir changer son bébé, en fait, le bouton de la chasse d'eau est exactement à hauteur de la main du bébé. C'est-à-dire que pendant que tu changes ton gamin, déjà en te débattant avec le train qui bouge dans tous les sens, t'entends en dessous la chasse d'eau qui fait psh, psh, parce que le bouton, il est lumineux, il est rond, on dirait qu'il est sur un jouet pour bébé, quoi. Et je me dis, mais c'est extraordinaire que personne ait testé ça en mettant un bébé dessus et voir comment ça se passe. Et tout est comme ça, un train qui bouge tout le temps, l'enfant, il arrête pas de se casser la figure sur tous les trucs contondants, le nombre de fois ils se sont éclatés la lèvre sur des trucs comme ça. Les gens sont furax, comment osez-vous apporter un bébé ou un enfant là-dedans. Il y en a qui sont très bienveillants, mais j'ai eu des remarques absolument odieuses. Même quand un enfant joue et
qu'il rit, en fait, il fait du bruit. Un enfant qui est heureux fait du bruit. C'est pas seulement les enfants qui pleurent, en fait. Un enfant qui joue et qui est content, il fait hi. Et ça, c'est très, très difficile. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un wagon entier qui est juste de la moquette par terre et des poufs et des livres et des joujoux? Et les parents, s'ils veulent y aller, ils y vont et on est assis par terre tranquillou à papoter parentalité ou à bouquiner pendant que les enfants font ça. Ça paraît évident. Et le fait que ça soit pas là, pour moi, est juste un des milliards d'exemples. L'autre, plus récemment, on est à la station de télégraphe, qui est à peu près à 237 000 pieds sous terre. Et donc, là, j'étais avec une dame qui avait 2 enfants, dont une dans une poussette. Et il n'y a pas d'ascenseur. On est monté par l'escalator, ce qui est super dangereux, un grand escalator. On est monté avec la poussette. Il n'y avait pas d'autre solution. On est en haut de l'escalator. Si on se ripe et que la poussette tombe en arrière, c'est 50 mètres d'escalator à parcourir avec une poussette et un bébé dedans. C'est vraiment des exemples comme ça, quotidiens, qui contribue en fait à mettre cet engagement intellectuel dans le corps. Et qu'est-ce que la maternité t'a révélé chez toi personnellement? Je pense que je suis quand même assez réceptive, c'est vrai, à ce qu'on dit souvent de la notion, de l'incarnation quand même du lien avec le tout petit enfant, qui est... alors là, je vais faire une comparaison qui est très difficile et on a quand même... on en parle beaucoup politiquement, les grandes limites des comparaisons entre les enfants et les animaux. Donc je préface ça en disant que j'assimile pas du tout les deux, même si je suis aussi très ferme partisane de la cause animale. Mais je trouve quand même qu'il faut vivre au contact d'êtres qui nous semblent étrangers à nos normes de raison, d'intelligibilité, de machin, des trucs, pour comprendre l'incroyable communication qui peut se passer entre ces êtres-là. Et il me semble que entre adultes et enfants, y compris en tout petits enfants, des bébés minuscules, quand on vit à leur contact, comme quand on vit avec un chat, avec un chien, etc., des êtres auxquels on pourrait se dire il n'y a pas de parole, donc il n'y a pas de communication, et on s'ouvre complètement à cette communication extraordinaire qui ne passe pas par le langage, qui ne passe pas par la raison, et qui passe par le corps, par les rythmes, par le battement de cœur, par la proximité, par des routines, par des pratiques, et ça, je pense qu'il faut le vivre pour vraiment en prendre la mesure. Et qu'est-ce qui t'a toujours fasciné dans l'enfance, parce que tu me le disais avant qu'on démarre l'enregistrement, que l'enfance et la littérature sont 2 choses qui t'ont toujours fasciné. Pourquoi ? L'enfance, même quand j'étais enfant, je pense que je réfléchissais à ma propre enfance, c'était très très important, parce qu'il y avait quand même quelque chose, mais j'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse, et ça je me suis aperçue beaucoup plus tard que c'était pas du tout le cas de tout le monde. L'adolescence c'était vraiment nul, vraiment je recommande à personne, par contre l'enfance c'était super, et je pense qu'il y a un truc de déploiement infini des possibles par l'imagination, qui est un acte cognitif dont on sait que les enfants en sont routiniers par définition, parce que c'est une manière d'être au monde qui est principalement enfantine, mais le fait que cette attention portée aux détails qui va ensuite se démultiplier par le jeu, par la fiction, et le fait que le jeu des enfants, ça soit véritablement une forme d'hallucination, c'est ça qui est fascinant. J'ai une collègue qui étudie le jeu des enfants, elle est psychologue, et elle montre comment les 3 opérations centrales du jeu, qui sont prendre un objet pour ce qu'il n'est pas, par exemple tu prends une banane, tu dis que c'est un téléphone, voir des choses qui sont pas là, par exemple un bateau de pirate est là, ou se prendre soi-même pour quelqu'un qu'on n'est pas, par exemple pour un docteur. Ces 3 opérations centrales du jeu pour enfants, ça sous-tend un nombre d'apprentissages extraordinaires à l'âge adulte, dont des dynamiques très complexes de pensée contrefactuelle, d'imaginaire du monde tel qu'il n'est pas actuellement, etc. Et moi, je pense que je suis parmi les personnes qui se souviennent. Alors évidemment, le souvenir d'enfance, il faut toujours se garder de croire que c'est absolument réel, mais qui se souvient de cette modification du monde par ces sortes d'hallucinations que sont le jeu, et qui se perdent, de fait. Il y a un moment où on n'est plus capable de la même manière de se dire « je suis sur un cheval, taillot, taillot ». Et c'était, ça reste très fascinant pour moi. Et j'avais interviewé André Stern qui dit que les enfants ont des dispositions spontanées, comme tu le disais, donc le jeu, l'imagination, il y a l'enthousiasme, qui sont notamment de très bons engrais très fertiles pour l'apprentissage des enfants, mais que biologiquement, il n'y a rien qui explique qu'on perde toutes ces facultés-là à l'âge adulte. Ah bon, ça c'est intéressant. Et qu'en fait, c'est plutôt une résultante de la construction de notre société, notamment sur l'enthousiasme, que les enfants s'enthousiasment en moyenne 10 de fois par jour, alors que pour obtenir le même niveau d'enthousiasme chez un adulte, on en compte plutôt 3 par an, et que c'est pas biologique. Là, je me permets juste de mentionner, je suis sûre que vous l'avez écouté, mais le podcast Entre, qui avait été fait par Louis Média il y a quelques années, le 2e épisode est d'une
mais d'une merveille pour ça. La petite fille qui est interviewée parle d'un épisode où elle est sur un manège avec son petit cousin qui a juste 2 ou 3 ans de moins qu'elle. Et donc elle a 11 ans. Et lui, il est très enthousiaste, il tape son cheval, il dit que allez, avance, etc., avance. Et elle dit, donc à 11 ans, je me souviens quand moi je pensais ça, et là, je tapotais mon cheval, mais je savais que c'était un cheval en bois et que c'était pas comme ce que je vivais avant, quoi. Et je l'ai trouvé, ce moment pour moi, c'est l'un des moments les plus cultes de tout ce que j'ai écouté de toute ma vie, quoi. Ouais, ce podcast est vraiment formidable. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle du cœur de notre sujet, le droit de vote dès la naissance, que tu as bien expliqué à travers ton essai. C'est un concept, moi, qui avait déjà éveillé ma curiosité et que j'ai découvert lors de mon interview de Leïla Benoît, que j'ai eu la chance d'avoir à mon micro de mon podcast, qui avait publié un essai au sujet de l'infantisme. Alors, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un pas de côté par rapport à ton métier d'autrice jeunesse pour défendre à travers cet essai la lutte contre l'une des discriminations faites aux enfants? En fait, c'était une question qui m'habitait depuis quelques années parce que j'avais lu à sa sortie un livre de John Wall, qui est l'un des grands gourous des childhood studies. Enfin, pas du tout, je dis pas ça, pas du tout en me moquant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un grand nom des childhood studies américaines, et qui a publié un livre qui s'appelle Give Children the Vote, donc donner le droit de vote aux enfants. Et je l'ai commencé, pourtant Dieu sait si je suis dans le milieu depuis très très longtemps, avec un petit sourire narquois en me disant ok, on va voir quels arguments il va donner, ça va être rigolo. D'ailleurs je l'avais donné en lecture pour mon club de théorie critique à la fac. Et en fait, un peu malgré moi, j'ai été convaincue par ces arguments. Et il y a plein de fois où je lis des textes universitaires et où je suis convaincue par leurs arguments. Mais là, ce qui me fascinait quand même, c'était ce mouvement justement de changement d'opinion, de changement intellectuel dans lequel je m'étais mise, qui en fait, c'est assez rare dans la vie quand on est un peu forcé d'aller au-delà de sa propre mauvaise foi pour se dire ouais, ok, non, franchement, il a raison. Et je sais pas comment dire, j'avais envie de transmettre ça à d'autres personnes. Et à chaque fois que j'en parlais, voilà, à un dîner ou un truc comme ça, en fait, on s'échauffe vite quand on parle de ce genre de choses. Mais non, mais attends, c'est bon, on n'a pas les compétences. En fait, je me disais, si je l'écrivais calmement, sans faire ma militante de base telle que les gens l'imaginent, forcenée, etc., ben, en fait, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et donc, c'est moi qui l'ai proposé, on l'a proposé avec mon agente à Tract, parce que je voulais ce format, justement. Je me suis dit, en réalité, le livre de John Wall est un peu plus long. Moi, je voulais quelque chose de condensé, d'humoristique. Il y a plein de moments d'humour qui sont pas du tout dans le sarcasme ou dans le cynisme. Je voulais vraiment éviter ça. Et je me disais que comme ça, je peux avoir ça sous un format qui puisse, j'espère, répéter cette expérience que moi-même j'avais eue de transformation profonde en fait de ma manière de penser, et aussi parce que je trouvais que cette question du droit de vote de la naissance, qui finalement est quand même anecdotique au point de vue de mettre un bulletin dans l'urne, elle parle de tellement de choses autour de la construction de l'enfance, que ça peut être une introduction très radicale à des choses auxquelles personne n'a pensé. Et auxquelles plein de personnes n'ont pas pensé, plutôt personne n'a pensé. Et moi, ce qui me plaît vraiment depuis la sortie de ce tract, c'est les gens qui n'ont jamais réfléchi à des questions de droit des enfants, qui lisent le tract et qui me disent qu'ils n'y avaient jamais pensé auparavant. Et en fait, ça les a ouverts à ces questions-là. Et alors, est-ce que tu as réussi à convaincre tes amis Absolument, absolument. Ça, c'est vraiment un gros bonheur aussi. C'est que vraiment, et c'est pas juste mes amis, des gens de la génération de mes parents ont eu des messages très bienveillants qui m'ont envoyés en me disant « Je suis convaincue, ça me paraît en effet logique quand on y pense. » Après, évidemment, on peut parler des questions de mise en place, etc. Mais ça m'a fait très plaisir. Ouais. Quels sont selon toi les arguments phares pour défendre ce droit de vote dès la naissance ? Alors, il y a des arguments négatifs, donc en négatif plutôt, et des arguments en positif. Les arguments en négatif, c'est ceux qui disent d'une certaine manière, puisque la démocratie, c'est censé être que tout le monde a le droit de se choisir des représentants, avec quelques restrictions, donc la nationalité et le fait d'être en possession de ses droits civiques, pourquoi est-ce que cette limite de 18 ans est posée sans être jamais explicitée ? Ça, c'est important de le dire quand même. Il n'y a aucun texte de loi qui dit par la présente, nous informons que, étant donné la faible maturité, pas du tout. En fait, c'est juste que personne n'a jamais mis ça en question. Donc voilà, pourquoi ça ne serait pas le cas pour tout le monde ? Est-ce qu'on peut vraiment se dire en démocratie quand 18 à 20% des personnes qui constituent la population d'une nation ne sont pas consultées quant à l'élection de représentants ? On peut aussi, dans le même genre d'argument négatif, dire on ne demande aucun certificat de compétence, aucun certificat de diplôme, aucun certificat d'avoir lu les programmes, aucun permis de voter. Il y a des gens qui argumentent pour, mais de fait, on le demande pas aux adultes, alors qu'on pense
implicitement que les enfants, eux, sont pas assez compétents, diplômés, et connaissent pas assez de choses. Donc, on demande à des enfants, implicitement, des choses qu'on n'exige pas des adultes. C'est absurde en termes d'égalité. Donc, je pense que là, il y a vraiment une question en négatif. Il n'est pas logique et il n'est pas juste, tout simplement, et pas égalitaire de continuer à faire ça. Mais, d'une certaine manière, ce qui est toujours plus intéressant que les arguments négatifs, c'est aussi les arguments positifs. Qu'est-ce qui changerait si ? Qu'est-ce qui serait mieux actuellement, au-delà des questions abstraites de démocratie plus complète. Et puis là, on entre dans des vraies questions très intéressantes de qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que l'éducation politique, qu'est-ce qu'une vision véritablement populaire du message politique, comment est-ce que les partis seraient forcés de revoir leur communication, de simplifier, de rendre plus parlant, plus concret leur communication. Est-ce que le vote est même la meilleure manière de prendre des décisions collectives? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres façons de trancher? Est-ce qu'on a besoin de faire de la politique locale comme on fait de la politique nationale, comme on fait de la politique européenne? Et puis des choses toutes simples comme, à partir du moment où les enfants sont pris en compte, qu'est-ce que ça change dans les décisions politiques, dans les mesures qui sont proposées? Est-ce que c'est une mesure qui existe ailleurs dans le monde ? Non, il n'y a pas, que je sache, ni même dans l'histoire, me semble-t-il, de moment où les enfants, tous les enfants, sans distinction d'âge, ont pu voter. C'est, d'ailleurs je le dis dans le tract, c'est la seule chose véritablement universelle dans le suffrage du même nom, c'est que les enfants en sont universellement exclus. Alors après, de plus en plus, on voit des initiatives pour abaisser l'âge du droit de vote. Par exemple, à 16 ans en Écosse, pas très loin de là où j'habite, en Espagne, etc., etc. Il y a ce genre d'initiative-là. Moi, ça me satisfait pas pour tout un tas de raisons, mais est-ce que c'est mieux que rien ? Oui. Donc, il y a quand même l'idée grandie d'une certaine manière d'une inclusion plus forte des enfants, qui peut aussi passer par d'autres processus, de consultation, de parlement des enfants. Ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Mais non, le suffrage est universellement restreint. Et pourquoi justement tu proposes dès la naissance plutôt que par exemple un âge fixe, 16 ans, 10 ans, 12 ans ? Alors, moi, j'estime que la limite d'âge étant par nature arbitraire, puisqu'elle efface complètement elle va poser une espèce de norme numérique bizarre. Il faut s'en débarrasser complètement, parce qu'en fait, symboliquement, pour moi, il y a beaucoup plus de différence entre droit de vote dès la naissance et droit de vote à 18 ans qu'entre 18 et 10 ans, 16 ans. L'important, c'est de se demander pourquoi on est aussi réticent à se dire que les moins de 18 ans, moins de la majorité, participent au choix des représentants qui vont ensuite prendre des décisions pour toutes les personnes, y compris évidemment les enfants, de manière parfois disproportionnée en termes d'impact. Et pourquoi cette idée, elle est perçue de manière aussi radicale aujourd'hui dans notre société ? Alors, je pense qu'on est dans une société qui méprise les enfants. Enfin, c'est vraiment très très clair. Ça a toujours été le cas. C'est pas une révélation de le dire. Le mépris des adultes envers les enfants s'exprime de plein de manières, y compris en disant qu'ils sont très mignons. Je pense que ça aussi, il y a plein d'attributs positifs de l'enfance, mais ça veut pas du tout dire que c'est absolument positif en tout. Et en particulier, ça s'articule autour d'une grande opposition qui est celle entre la raison et la non-raison, qui est une opposition qui est quand même centrale à toute la culture occidentale depuis très longtemps, au moins depuis les Lumières. Donc l'idée que un adulte, c'est un être qui a en possession un certain nombre d'attributs cognitifs qui lui permettent de mener un raisonnement jusqu'à son terme, d'évaluer les causes et les conséquences, de faire des généralisations, de faire des synthèses, de penser de manière contrefactuelle, toutes des espèces de fonctions de l'entendement qui sont très très importantes. Je ne veux pas du tout les minimiser. Par opposition, l'enfant ne fait pas ça. L'adulte se définit beaucoup par opposition à l'enfant. C'est très important d'expulser de soi ce qui est imposé comme enfantin. Et donc, l'enfant est vu comme un adulte en puissance. En puissance, ça veut dire qu'il ne l'est pas tout à fait. Et donc, il ne peut pas faire des choses adultes. Et notamment quand il s'agit de prendre, alors là, vraiment, éminemment en politique, c'est très important, des décisions qui vont avoir un impact pour le reste des personnes. Et donc, on estime qu'il y a un déficit de compétences. La notion de déficit par rapport à l'enfance, c'est central. Historiquement, l'enfance est vue comme déficitaire. Et encore une fois, c'est pas forcément un problème. On peut parler de plein de manières, de la manière dont le fait que l'enfance soit en effet caractérisée par un certain nombre de déficits par rapport à l'âge adulte, et aussi ce qui motive sa protection et son éducation, pour lesquelles je suis évidemment la fragilité, la vulnérabilité
sexualité et le statut de dépendance physique, émotionnelle de l'enfant nécessite absolument sa protection. Évidemment que le fait qu'un enfant doit être socialisé dans une société nécessite son éducation. Mais la vision déficitaire de l'enfant, c'est parfaitement injuste si on considère tout un tas de compétences qui sont celles de l'enfant et pas de l'adulte et auxquelles on pense très très rarement. Et de toute façon, en termes de processus démocratique, comme cette compétence n'est absolument pas exigée des adultes, on ne va pas vérifier que des adultes aient en place des questions de raison, ou même qu'ils exercent leur raison pour prendre des décisions politiques. Parce que franchement, le nombre de personnes qui sont a priori raisonnables et qui prennent des décisions politiques complètement par l'affect. Et puis de toute façon, l'affect, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose quand on pense à la politique ? En fait, quand on commence à s'interroger sur la place des enfants dans la démocratie, toutes ces questions-là, on est obligé d'enfin y réfléchir au lieu de se dire nous sommes des êtres humains rationnels qui prenons des décisions rationnelles politiquement et donc il faut enlever les irrationnels. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et certains opposants à cette idée du droit de vote dès la naissance mettent en avant l'idée que les enfants seraient influencés du coup par leurs parents si on leur donnait leur droit de vote ou manipulés pour des intérêts familiaux. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça ? Alors déjà, je trouve que l'influence, c'est pas un mauvais mot. Enfin, c'est pas un gros mot en fait en politique. La politique, c'est littéralement le fait d'œuvrer pour la gestion de la cité. Donc ça part d'un collectif. D'être influencé dans ses opinions politiques, c'est normal. Nous, on est tous influencés dans nos décisions politiques. La question de la manipulation, elle prend la question de l'influence un peu plus loin en se disant... Parce que l'influence, on peut se dire, voilà, si je suis influencée par mes amis qui me font part d'une expérience vécue du monde qui est injuste, même si moi je la ressens pas, bah, j'espère que cette influence va m'influencer pour prendre des décisions politiques. Donc ça, c'est très bien. La manipulation, par contre, c'est l'idée qu'on prendrait un être qui... peut-être serait orienté vers une décision particulière et on va lui mentir pour lui faire miroiter une autre conception du monde en lui cachant des faits ou alors carrément en les manipulant, en les changeant, en les faussant pour qu'ils prennent une décision politique. Ça, c'est évidemment très très mauvais et on peut se dire en effet qu'avec des enfants et des adolescents qui sont des êtres qui ont eu moins d'exposition au monde tout simplement pour des questions de temps, aux diverses manières de brouiller les pistes, de biaiser les gens, ils seraient potentiellement plus victimes de ça. Donc c'est pour ça que la mise en place d'un droit de vote dès la naissance devrait s'accompagner d'une réflexion collective extrêmement, extrêmement stricte sur ce qui peut concerner la communication politique envers les enfants, que ce soit à l'école, dans les médias, etc. Mais évidemment, là, il faut aussi rappeler que les réseaux sociaux auxquels ont accès les adultes, et non pas les enfants, sont effroyablement manipulatif de plein de manières et le nombre de gens qui votent selon ce qu'a dit leur animateur de télé préféré ou leur algorithme TikTok, c'est exactement la même chose. C'est contre ça qu'il faut lutter. Si on s'inquiète de la manipulation, c'est global, c'est pas que des enfants et des ados. Bien sûr. Et au contraire, pourquoi exclure les enfants du suffrage universel constitue-t-il un manque démocratique ? Parce que tu dis par exemple, les enfants subissent le politique dans leur avenir de manière disproportionnée par rapport aux adultes. Moi, je trouve que ça pose la question du temps long en politique. Pourquoi, selon toi, c'est un manquement important d'un point de vue démocratique ? Alors là, on a une injustice qui est vraiment fondamentale dans l'exercice du vote, de ses impacts et de ses conséquences, qui est vraiment évidente en termes temporels, c'est que quelqu'un de 80 ans a le droit de voter et son vote va avoir des conséquences peut-être dans 20 ans. Un enfant de 3 ans, 4 ans qui n'a pas le droit de voter, lui, il deviendra adulte quand certaines des manifestations de ce vote seront là. C'est normal, je veux dire, c'est pas une mauvaise chose. Et moi, je me distancie absolument des quelques voix qu'on peut entendre parfois qui voudraient enlever le droit de vote aux seniors. Je trouve ça absolument agiste et atroce, mais il faut absolument confronter à cette réalité-là. Donc, là, il y a une question d'inégalité dans l'avenir, mais je pense qu'en plus, c'est rendu particulièrement accru par la polycrise globale, qui fait que, en fait, il y a certaines décisions politiques qui peuvent être retardées de 10 ans. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Enfin, ça dépend lesquelles, mais par contre, il y en a qui peuvent pas être retardés de 3 ans. Et ça, c'est vraiment, vraiment crucial. Au point où on en est, en fait, on voit comment l'élection, par exemple, d'un Donald Trump est une catastrophe, pas seulement pour les Américains, mais aussi parce que, par son élection, 4 ans de plus vont se passer non seulement sans la moindre action climatique, mais en plus, qui vont en plus empirer les choses. Et on peut pas se permettre d'avoir ça. Et la frustration extrême de se dire que là, on est face à des effets irréversibles d'attente ou d'inaction politique. Pour moi, on peut plus
se cacher derrière la notion que bah oui, mais quand ils seront grands, ils prendront les décisions que leur génération veut. Non, ils pourront pas. Il y a plein de décisions qu'ils ne pourront plus prendre. Ils ne pourront pas faire revenir à la vie les milliers d'espèces d'animaux qui disparaissent par an. Ils ne pourront pas tout à coup enlever tout le CO2 qui a été pompé dans l'air depuis. Donc voilà, ça rend d'autant plus urgent cette question. Et à ce sujet, on peut parler de la crise du système éducatif en France, dont ils sont les premières victimes. Et on voit bien que les réformes éducatives en France sont soumises aux agendas électoraux et à ces volontés des politiques d'embarquer du monde et de souvent utiliser l'éducation à des fins électoralistes. Et on voit bien qu'ils en pâtissent. Et je sais que je ne sais plus dans quel pays scandinave, mais il me semble que dans l'un de ces pays, ils se sont mis d'accord entre tous les partis politiques que pour les décisions de l'éducation, ce serait une feuille de route à 10 ans et qu'il ne reviendrait pas toutes les années sur telle ou telle autre décision, puisqu'on voit notamment pour les professeurs qu'il y a eu un nombre de réformes immenses qui ont été dans un sens puis dans un autre en France et que malheureusement les premières victimes en sont les enfants. Tu as parlé d'un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est l'éducation politique plus populaire et accessible pour les enfants. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui dans la manière dont on fait politique pour les enfants en France ? Alors, il y a plein de choses qui sont très bien, je pense qu'il faut quand même le mentionner, et notamment qui se passe au niveau des établissements, souvent à l'initiative de professeurs, une initiative individuelle portée par des projets, etc. Il y a aussi des choses qui sont tout à fait louables, les questions de parlement des enfants, de consultation, c'est très bien. Cependant, il y a quand même une notion que tout ça, c'est un peu un exercice pour plus tard. Donc c'est du jeu, c'est de l'entraînement, mais ça va pas mener à un impact réel. Et de fait, quand les enfants font des choses, quand je dis enfants, c'est donc les moins de 18 ans, puisque c'est comme ça qu'ils sont caractérisés, font des choses qui sont de l'ordre du politique, qui cherchent à avoir un impact réel, et ben là, tout le monde est vent debout. Il faut voir la manière, évidemment, dont Greta Thunberg, par exemple, a été jugée. Il y a un article, d'ailleurs, que je cite dans le tract où ça montre à quel point les discours médiatiques autour des enfants activistes les séparent en 3 catégories, grosso modo, qui sont, je crois, le manipulé, évidemment, le rebelle qui fait l'école buissonnière et la passionnariat. Enfin, c'est vraiment des questions, ils ne sont pas pris au sérieux, ou alors quand ils sont pris au sérieux, on dit que voilà, leur enfance est volée par ce combat politique là. Donc moi je suis assez pour l'idée de réfléchir à des manières de penser le fait politique sans aller nécessairement vers le militantisme, pardon. Donc en fait, la politique, c'est quelque chose finalement de tellement quotidien que ça peut se trouver partout. C'est-à-dire que dans le moindre objet qui se trouve autour de nous, on peut tracer l'histoire de cet objet, de cette plante en pot là-bas, du podcast qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'un podcast ? On peut le tracer, en tracer les ramifications sociales, économiques, politiques, de notre niveau local jusqu'au niveau global. Et on n'a pas du tout besoin d'exprimer des opinions politiques pour exprimer cette histoire-là. Et personnellement, on peut aussi s'analyser, avoir un retour sur soi-même qui soit politique, mais qui en fait est dans la description, la description fine de nos rapports avec les autres personnes. Par exemple, comment j'ai fait pour venir ici ? Bah voilà, j'ai pris le métro, je suis arrivée à la Télégraphe. Bah justement, typiquement l'épisode où j'ai dû aider une dame à grimper les 10 000 escaliers avec sa poussette, c'est typiquement un événement politique. Et ça, les enfants en sont parfaitement capables. Un enfant est totalement capable de te dire de quoi il dépend au quotidien pour que sa vie soit heureuse, et qu'est-ce qui manquerait pour qu'elle le soit un peu plus. Et on peut avoir des explications, des discussions très intéressantes qui passent du niveau microscopique du soi au niveau global à partir d'un paquet de céréales. Et ça, je trouve que ce genre de réflexion qui a été initié beaucoup par Bruno Latour avec la notion d'analyser les réseaux de dépendance dans lesquels on est, c'est très porteur parce que il y a quelque chose de très incarné, mais qui en même temps va vers des explications très complexes. Et donc, on peut réfléchir à des questions même environnementales, sociales, etc., sans basculer dans un activisme qui pourrait, par exemple, braquer les parents, et à raison, et aussi diviser les professeurs, et penser plutôt à cette notion qu'un enfant qui est exposé à la politique n'est pas nécessairement exposé à des manifestations, par exemple, même si j'ai rien contre personne. Alors, je suppose que c'est une question que tous mes auditeurs sont en train de se poser et à laquelle tu as très bien répondu dans ce tract, mais j'aimerais bien qu'on y revienne. C'est que tu parles de droit de vote dès la naissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour les bébés ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les enfants dans la petite enfance ? Comment est-ce qu'on leur demande de voter, etc.
Déjà, ce que je dirais, c'est que c'est très important de dire qu'on leur demande pas de voter. On leur donne le droit de le faire. C'est vraiment très, très différent. Moi, il y a plein de droits que j'exerce absolument pas, dans ma vie de tous les jours. Je veux dire, je sais pas, techniquement, on peut dire n'importe quoi. Techniquement, on a le droit de se marier, mais ça veut pas dire que tout le monde dit dis donc toi, on a le droit de sauter en parachute. J'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin, il y a plein de droits qui nous sont donnés, qui nous sont accordés, qu'on n'a pas du tout l'obligation d'exercer. Donc, le droit de vote dès la naissance, c'est vraiment quelque chose d'une certaine manière assez neutre. On dit simplement c'est un droit de vote sans restriction d'âge, un droit de vote véritablement universel. Et donc ça me paraît important parce que de dire le bébé a le droit de vote, oui, va-t-il voter ? Non, sans doute pas. Alors là, franchement, je pense que c'est très improbable qu'un enfant de moins de 10 ans, 2 ans pour les super méga surdoués qui sont dans le coin, il va pas aller voter. Bah non, mon enfant de 1 an et demi, il va pas aller voter, évidemment. Et pourtant, il sait marcher. Et il pourrait potentiellement glisser un bulletin dans l'urne. Oui, voilà. Mais ça, c'est pas grave. En fait, je pense que de se dire qu'un bébé, qui est un être humain éminemment étonnant et différent, dont l'expérience du monde n'a rien à voir avec la nôtre, qui est dans un rythme différent, qui est dans une phénoménologie différente, qui est dans un... Oui, non, il va pas voter, mais en fait, on peut quand même lui donner le droit de vote. Qu'est-ce que ça peut faire ? Quelle est la crainte ici que des gens arrivent avec leur bébé de 6 mois et essayent d'entourlouper le type du bureau de vote en disant « Regardez, il a un bulletin entre les mains, c'est lui qui l'a choisi. » Non, ça se passera pas comme ça. Enfin, c'est pas un problème. Par contre, je pense qu'on peut pas du tout exclure qu'il y ait des enfants de 2, 3, 4 ans qui soient non seulement capables de voter, mais qui en expriment le désir, etc. Et puis aussi, il y a des gens qui ne votent jamais. Enfin, il faut rappeler ça, que tout le monde connaît quelqu'un qui n'a jamais voté de sa vie. C'est assez rare, mais ça existe. Tout le monde connaît quelqu'un qui n'a pas voté depuis 15 ans. Tout le monde connaît quelqu'un qui a voté une fois à ses 18 ans pour faire genre, et puis ensuite qui n'a plus jamais voté. Le vote, alors... Là, je nuancerais, si jamais on a des auditeurs belges, par exemple, il y a des pays où le vote est obligatoire. Et alors là, forcément, on peut pas faire le droit de vote dès la naissance. Bah non, ça, c'est pas possible. Mais c'est pas le cas de la très vaste majorité des pays. Ben voilà, et c'est pas obligatoire, c'est tout. Tu peux voter si tu veux, puis si tu veux pas, tu votes pas. C'est la seule différence, dit John Wall, entre un électeur et un non-électeur. L'électeur, il vote. Le non-électeur, il vote pas. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, ça retire cette histoire d'âge où, soi-disant, on aurait une pseudo-maturité pour voter à un âge et pas à un autre. Bah oui, parce que de toute façon, le profil cognitif n'a aucune importance dans le vote. On ne demande rien à personne, et tant mieux. Enfin, moi, je fais partie des gens qui trouvent que c'est tant mieux. Il y a des gens qui disent qu'on devrait prendre ça en considération. Mais de facto, c'est intéressant parce que les gens qui disent, par exemple, il faudrait passer un test de QI pour pouvoir voter, ou il faudrait passer un test d'institution, ou il faudrait ceci, cela, je trouve que la conséquence logique dans leur argument, c'est de l'ouvrir à tout le monde aussi, puisque à ce moment-là, ça veut dire qu'un enfant de 8 ans pourrait potentiellement réussir là où quelqu'un de 64 ans échoue. Donc pour moi, on atteint la même conclusion, même si je suis pas d'accord. Depuis que tu as écrit ce tract, quels sont les retours que tu en as eu à ce sujet ? Est-ce que tu as l'impression que ça éveille la curiosité, que ça agace ? En fait, principalement très positif. Je sais pas si c'est que j'ai pas de... Enfin, les gens m'écrivent pas s'ils sont pas d'accord. Mais je suis notamment très touchée de personnes, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui n'y avaient jamais pensé avant et que ça convertit d'une certaine manière. Alors évidemment, les retours qu'on a le plus souvent, c'est intéressant comme expérience de pensée, même si en pratique, c'est impossible. Moi, je suis très allergique à l'idée que c'est qu'une expérience de pensée. Je trouve ça méprisant. En fait, c'est vraiment... non, c'est pas... Enfin, on s'amuse pas à faire des inventions de ce type qui parlent d'égalité. C'est pas possible. C'est comme de se dire, serait-ce une expérience de pensée intéressante si on arrêtait de manger de la viande ? Bah, enfin, non, c'est pas juste une expérience de pensée, en fait. Donc, que ça s'accompagne d'une mise en place, ça me paraît nécessaire. Mais... En effet, rien que l'expérience de pensée elle-même est intéressante si on l'a jamais faite avant. Donc, je suis quand même contente que ça ait cet effet-là. J'ai pas vraiment eu de retour complètement radicalement opposé, à part cet argument, en effet, moi, je pense qu'il devrait y avoir un permis à voter, un diplôme. Et d'une certaine manière, enfin, c'est pas que je respecte ce genre d'idée, mais au moins, ça se tient. Moi, j'ai envie de dire, bon, bah voilà, au moins t'es... Il y a une position. Bah oui. J'aimerais maintenant qu'on fasse un petit pas de côté et qu'on parle quand même de ton travail d'écriture pour la jeunesse. Donc tu dis que tu es une monomaniaque de la littérature jeunesse. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais je me le suis noté, ça m'a plu. Qu'est-ce qui te passionne dans cette forme d'art ? Pourquoi est-ce que la jeunesse te fascine autant et la littérature ? En fait, je pense ce qui me passionne beaucoup dans cette forme d'art, c'est que tout art cherche
disons, à créer une expérience esthétique qui se rapproche d'une expérience réelle et qui en même temps est évidemment complètement différente parce que c'est complètement artificiel, composé, créé uniquement avec du langage ou parfois avec des images, évidemment, dans le cas de la littérature jeunesse. Et donc pour moi, la littérature jeunesse, c'est cette espèce de terrain d'expérimentation littéraire et verbale où on va chercher à s'approcher d'une espèce de ressenti d'enfance du monde. Et par sa disponibilité pour tout le monde, justement, la littérature jeunesse propose cela sans restriction d'âge, là encore. Et moi, je crois beaucoup à la notion de ce que j'appelle parfois un sentiment flottant d'enfance, ou l'enfance flottante, ou l'adolescence flottante. C'est-à-dire que l'idée que l'enfance, c'est pas seulement une période de la vie, mais c'est une espèce de rapport au monde qui peut se retrouver de multiples manières tout au cours de la vie. Et je pense que tout à l'heure, tu parlais d'émerveillement ou d'enthousiasme. L'émerveillement, chez l'enfant, il y a plein de choses qui sont cognitivement évidente, par exemple une capacité de curiosité, une nécessité de jouer avec les choses et de tester le monde pour en éprouver les limites, etc. Mais aussi tout simplement à des questions de temporalité, c'est-à-dire que l'émerveillement, il est quand même beaucoup lié à la nouveauté. Par définition, quand on est enfant, on a eu moins l'occasion d'expérimenter une chose, et donc un bébé qui fait tomber 10 000 fois sa cuillère, oui, nous, ça nous paraît extrêmement, ça nous paraît quand même assez excessif comme comportement, mais lui, c'est littéralement la 10e fois de sa vie qu'il voit une cuillère qui tombe, alors que toi, ça fait 257 000 fois que tu vois une cuillère qui tombe. Donc la nouveauté, elle est propice à l'émerveillement. Et en fait, on peut retrouver, et on retrouve ces sentiments-là plus tard. Et ce que je trouve fascinant, c'est les moments où les adultes, ils disent j'étais comme un gosse là, j'étais comme un gosse ». Et oui, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'on est, entre guillemets, retombé en enfance, c'est parce que ça va réactiver une manière d'être au monde. Et pour moi, cette manière d'être au monde de l'enfance, elle est tellement radicale et porteuse politiquement, émotionnellement, esthétiquement. Et l'esthétique particulière de la littérature jeunesse, de la meilleure littérature jeunesse, elle me fascine pour ce qu'elle porte de ce sentiment d'enfance. Et en quoi justement la littérature jeunesse est politique ? Alors, la littérature jeunesse est politique comme tout, de facto, comme tout texte, de facto. Elle est politique dans ce qu'elle dit pas, dans ce qu'elle dit. Elle est politique quand on a l'impression qu'elle est effroyablement neutre. Et ça veut dire en général qu'elle est plutôt conservatrice. Ou au contraire, quand elle est très activiste. Il y a une politique passive de la littérature jeunesse. Donc des livres qui sont pas du tout politiquement engagés, mais qui véhiculent toujours, par exemple, les mêmes formats de famille, les mêmes types d'activités. On va avoir des schémas qui se reproduisent, et la répétition de ces récits va consolider chez l'enfant une certaine conception du monde. Donc ça, c'est une littérature plutôt passive ou passivement conservatrice. Et ensuite, on a de la littérature jeunesse plus active, militante, qui va présenter des schémas radicaux. Donc on pourrait imaginer il y a une littérature jeunesse, je sais pas, antispéciste, vocalement féministe, et aussi une littérature radicalement conservatrice et traditionnaliste de droite. Il n'y a pas que de la littérature jeunesse radicale de gauche. Donc on voit que la littérature jeunesse, c'est de toute façon un champ de bataille politique, et aussi dans ses pratiques de médiation, évidemment, d'achat, de consommation, de distribution. C'est un gros enjeu politique qui est évidemment à la merci aussi de tout un tas d'acteurs qui chercheraient à s'en emparer pour cette raison-là. Est-ce qu'il y a une thématique en ce moment, un enjeu, un sujet qui t'inspire particulièrement autour de l'enfance et de la jeunesse, qui pourrait t'inspirer un nouvel ouvrage ? Alors moi, je m'intéresse de plus en plus au bébé, à la question du bébé, mais pas du tout en tant que parent et bébé, parce que ça a beaucoup été interrogé, mais plutôt la poétique du bébé. Je trouve qu'il y a quelque chose qui naît ces temps-ci, à la fois dans les childhood studies, mais surtout en fait dans les études, les études littéraires, autour par exemple des berceuses, autour de la culture orale du bébé, et qui entoure le bébé. Et en fait, je trouve que le bébé en tant sujet, poétique et philosophique a été très peu traité. Donc c'est ce que je voudrais, c'est ce dans quoi je veux me lancer bientôt. C'est un être très étrange, le bébé, très étonnant, parce que il est non-verbal de plein de manières. D'ailleurs, enfant, ça veut dire évidemment comme on se plaît à le répéter, qui n'a pas de voix. Et donc il échappe, c'est un peu un point d'aporie, comme on dit, il échappe en fait au regard de la philosophie traditionnelle. Pourtant, c'est un être qui est infiniment poétisé, mis en littérature, mis en images, et qui occupe une place comme
incroyablement centrale dans la culture occidentale, ne serait-ce que par la figure de Jésus, qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'on est quand même dominé dans notre culture occidentale par une religion qui place en son cœur la figure d'un bébé, et pourtant ce bébé est constamment représenté sous les traits un peu adultes. Donc il y a tout un tas de mystères pour moi autour du bébé dans ces représentations poétiques et philosophiques qui appellent pour moi un traitement autre que les discours qui l'ont dominé, qui sont des discours psychanalytiques, qui ont aussi leur valeur. Moi, je suis pas du tout anti-psychanalyse, mais c'est un type de discours, médicaux, évidemment, et parentaux. Et pour moi, il y a une place pour un autre discours autour du bébé. Trop bien. Eh ben, on a hâte. C'est ma dernière question, la question rituelle. Donc, tu sais, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? C'est de la triche de dire que je leur souhaiterais le droit de vote. Non, en fait, ce que je leur souhaite, d'une certaine manière, c'est que j'ai l'impression qu'on est quand même à un point de rupture où il y a de plus en plus de discours qui se font autour des droits des enfants, etc. Ce que je leur souhaite, d'une certaine manière, c'est que demain, ce soit eux qui soient le plus souvent les auteurs de ces discours, parce que là, il faut quand même dire la contradiction, c'est que voilà, moi j'écris ce livre du point de vue d'une adulte. Alors toi, tu fais des rencontres avec des enfants tu me disais tout à l'heure, qui vont eux-mêmes porter leur propre discours, etc. Le problème aussi, c'est que c'est un certain type d'enfant qui est capable rhétoriquement, même en termes de timidité, etc., de porter ce type de discours. Et ce que je leur souhaite, c'est de trouver leur propre voix, qui se dégage peut-être des normes adultes de comment est-ce qu'on fait un discours, comment est-ce qu'on organise une pensée, et d'émerger ainsi comme une puissance qui peut utiliser d'autres formes et d'autres forces pour entrer dans la vie politique et publique. On leur souhaite aussi. Merci Clémentine. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.